Il est 4h53 du matin, je vais prendre entre 15 et 20 minutes pour expliquer le processus de prise de conscience de soi, de l'esprit au niveau, d'abord au niveau occidental, en fait au niveau mondial. J'essaie d'illustrer ça par des exemples relativement simples. Ça c'est la schématisation de la distribution de l'intelligence, mais de nombreux autres caractéristiques du monde naturel, une distribution en courbe en cloche, c'est-à-dire une médiane, et c'est concentré vers le milieu. L'intelligence, si le quotient intellectuel c'est de 100, il y a 50% entre 90 et 110, et plus on s'éloigne dans les extrêmes, plus la proportion quantitative diminue. C'est valable aussi en politique, le centre, l'extrême gauche, l'extrême droite, etc. Il y a toujours une sorte d'équilibre, c'est pas toujours très rigoureux, mais ça permet d'illustrer. Donc, le processus de l'esprit au sens la substance invisible qui prend conscience d'elle-même par la médiation de la pensée humaine. Je simplifie à l'extrême. Monsieur Philippe Nemo, la régression intellectuelle de la France, il explique les raisons culturelles, législatives, anthropologiques pour lesquelles l'esprit de liberté du peuple français, l'esprit qui a amené la révolution de 1789, c'est affaissé, amolli, atténué, etc., etc. Et ce qui explique que on vit, enfin, c'est pas qui explique, mais je fais une transition, on vit un âge dans lequel, par la médiation d'Internet, toute la connaissance humaine est rendue accessible en temps réel, et les particularités des pays sont chamboulées par l'arrivée d'informations qui permet de rendre intelligible, de réinterpréter le réel, d'adopter de nouvelles grilles de lecture, de nouveaux paradigmes pour tenter de comprendre le monde dans lequel nous vivons et pour jeter un regard rétrospectif sur le passé, anticiper différemment l'avenir, etc., etc. C'est ce qui est rendu possible grâce au développement de la connaissance. Et donc, les Français, mais comme tous les pays, mais ils vivent dans leur bulle culturelle, ils ont une particularité culturelle, au moins c'est comme ça qu'ils le pensent, pas tous, c'est pas homogène à ce niveau-là, mais il y a l'idée que les Français ils ont une culture et nous on veut pas du mode de pensée anglo-saxon, nous on est fiers de notre culture française, voilà comment pensent les Français. Mais c'est contradictoire parce que la France, dans la perspective historique, a subi des changements significatifs au niveau anthropologique, la population a changé, au niveau législatif, au niveau économique, au niveau culturel, l'industrie de masse, au niveau de la consommation, des changements très, très, très profonds avec une étendue à toute la société, à tous les niveaux de la société depuis des décennies, mode de consommation, mode de vie, mode de communication, moyens de transport, changement partiel de la population par la baisse des naissances et l'arrivée d'une immigration avec des taux de fécondité différents, etc. Donc la France a connu des bouleversements à tous les niveaux, et pourtant, il y a certains changements dont généralement on ne parle pas en public, mais lorsqu'il s'agit de défendre la culture française, qui, selon M. Macron, n'existe pas, mais lorsqu'il s'agit de se prémunir contre l'arrivée de bonnes idées importées par des Français intelligents qui importent des idées anglo-saxonnes pas sur les territoires, mais dans la conscience collective française par la médiation du langage, des ouvrages de traduction ou s'inspirer d'ouvrages écrits à l'étranger pour produire soi-même la version particulière du libéralisme, dans le bon sens du terme, à la française, inspiré des idées libertariennes de Mises, de la tradition anglo-saxonne, Rothbard, etc., etc., ce sont des auteurs libertariens. Et généralement, dans ce cas-là, on dit « Ah non, nous, on a notre culture, ainsi parlent les Français, on veut se protéger des idées étrangères. » Voilà. On accueille toutes sortes d'étrangers, mais les idées étrangères, non, par contre, là, pas d'acceptation, pas de tolérance, pas de... Non. Bref. Donc, je vais juste illustrer. Dans le domaine économique, on regardera l'anthropologie peut-être pour la prochaine vidéo. Un livre comme, un soir, celui de Monsieur Di Lorenzo, The Problem with Socialism. Parlons, admettons que l'universel ce soit le mode d'organisation économique,
le particulier, ce soit le socialisme, opposé à d'autres particularités, capitalisme, nationalisme économique, fascisme, économie d'autosubsistance, troisième modèle, peu importe, on peut appeler ça qu'on veut, mais il y aurait le capitalisme, socialisme, c'est les deux grands courants depuis 150 ans, en gros, un peu plus. Je simplifie, c'est un livre qui est publié dans un pays, les États-Unis, c'est un livre singulier qui parle d'une situation particulière, au sens, ici ce sera le singulier, la situation du socialisme aux États-Unis, mais vu que le singulier contient en lui des particularités et un universel, la situation du socialisme aux États-Unis, il ne parle pas que de ça, mais c'est ainsi que l'ouvrage a vu le jour, on va dire, il parle des particularités du socialisme en général, qui est valable pour tous les pays à toutes les époques. Si on parvient à abstraire et à distinguer de façon lucide et de façon intelligente ce qui s'applique uniquement au cas de la société américaine et ce qui est valable pour toutes les sociétés qui appliquent le socialisme, et il y a des vérités plus universelles sur le mode d'organisation économique en général, où on peut penser ça de façon différente. Si l'universel c'est le socialisme, les différentes particularités ce serait l'éducation socialiste, l'État-providence socialiste, la bureaucratie socialiste, les réussites aussi socialistes, mais les échecs, la psychologie engendrée par une société socialiste, etc., etc. Et donc ce livre, la conscience ordinaire des Français, si on se permet de juger, se dit oh, ça vient des États-Unis, ils cherchent à nous empoisonner avec leurs idées, nous on est très bien avec notre modèle social, qui crée des pénuries, des grèves, des manifestations, des plaintes, des fuites, des talents à l'étranger, etc. en permanence, mais on est très content parce que... voilà. Mais justement, par la médiation d'Internet, ce genre de connaissances est rendu accessible en temps réel pour quiconque a le loisir, le temps de s'y intéresser, et donc il met à nu, si on veut, les problèmes inhérents au mode d'organisation économique socialiste à toutes les époques, avec de nombreux cas particuliers, de nombreux exemples, et n'importe qui lit ce livre, quel que soit son pays, un Coréen, un Algérien, un Bolivien, un Iranien, un Kazakh, peu importe, il peut lire des vérités qui ne sont applicables que dans certains cas particuliers, à certaines époques, selon certaines conditions, le type de population, la psychologie, les conditions climatiques, les conditions météorologiques, etc. Je parle brièvement de toutes les particularités ou de toutes les déterminations qui font qu'un cas singulier est différent de tous les autres. Mais il y a des vérités qui sont valables à toutes les époques, en tout temps, en fonction de ce dont on parle. Est-ce qu'on parle du système éducatif, de l'État-providence, de la création de richesses, de la redistribution, du système d'impôt, etc., ou juste du socialisme en général, et ça permet à chacun, en temps réel, qui peut lire soit en anglais, soit en français, soit dans n'importe quelle langue dans laquelle un ouvrage est publié sur le socialisme, ou sur le libéralisme, aussi c'est vrai pour l'autre versant, si on fait socialisme contre capitalisme, la réciproque est vraie, mais là on va parler juste du cas du socialisme, on peut avoir en temps réel accès à la connaissance de tous les problèmes économiques, politiques, sociaux, psychologiques, engendrés par des dysfonctionnements économiques, et une fois qu'on a compris le problème, si on veut agir, on n'a qu'à appliquer le remède, c'est-à-dire ne pas promouvoir un système économique, en l'occurrence ici, dont les conséquences logiques sont une accumulation de tout un tas de problèmes, voilà. Et donc ce livre, il parle brièvement. Pourquoi? Parce que le socialisme est partout un désastre économique, et ici le socialisme, c'est ce que dans le contexte franco-européen, continental, on appellerait le communisme. C'est que le socialisme, c'est aussi l'importance du langage, des mots et des idées qui se cachent derrière les mots. C'est que ce que les Américains appellent socialisme, c'est ce que en Europe continentale on appelle le communisme, plus ou moins, je simplifie. Donc il en explique les causes économiques de façon rigoureuse, démontrée par Mises déjà dans les années 20, les années 30, les années 40, donc il y a presque un siècle, dans la perspective historique. Ensuite, l'égalitarisme et la nature humaine. Pourquoi vouloir implémenter l'égalité économique et même politique en un certain sens est contre-productif? Pour la simple raison, c'est que les êtres humains sont divers.
Il y a aussi les êtres humains d'été, de printemps et d'automne, mais les êtres humains d'hiver, on les trouve à toutes les saisons, parce qu'ils sont différents. Voilà. C'est une petite blague. Qui jette un froid, peut-être. Non, c'est une blague. Voilà, donc, l'égalitarisme. L'idée que tous les êtres humains sont égaux, en dignité, peut-être d'un point de vue chrétien ou d'un point de vue humaniste, si on veut, mais d'un point de vue des compétences, des talents, des facultés, c'est une idée qui a pu être valide pendant des décennies du fait de l'idéologie communiste ou socialiste, etc., mais qui aujourd'hui ne peut plus être défendue sérieusement à cause, ou grâce plutôt, aux avancées de la science. Donc ça permet de briser des carcans idéologiques. Voilà, il suffit juste de faire le premier pas et de dire non, c'est pas très sérieux de dire que tous les êtres humains sont égaux et ont le même potentiel à tous les niveaux, c'est tout simplement faux. Et si on base une politique économique, sociale, etc., sur une prémisse qui est erronée, les conséquences seront négatives. Bref. Ensuite, il parle des monopoles, le problème du monopole, le problème de la psychologie de l'homme socialiste qui vit en régime socialiste, c'est-à-dire qui est obligé de manipuler, de faire de la propagande, d'être démago, comme on dit, pour monter dans la hiérarchie et qui ne s'élève pas par son mérite au sens du travail productif. Donc c'est pas de sa faute, c'est le système qui façonne, c'est ce qu'on appelle l'homo soviéticus, à un certain moment, tout comme il y a l'homo economicus, l'un est le versant de l'autre. Voilà. Donc chaque type d'organisation sociale ou économique produit un certain type d'homme au niveau anthropologique, psychologique, etc., indépendamment des caractéristiques ethniques, on va dire, mais ça joue un rôle également. Mais ici, c'est plutôt vraiment la psychologie que produit un certain type d'organisation politique. Voilà. Les problèmes avec la médecine socialisée, parce que forcément, si chacun s'attend à ce que ce soit l'État qui prenne en charge tous ces problèmes de santé, ça place un poids énorme sur la société, sur les travailleurs. Il y a toute une classe de futurs retraités qui seront malades, les travailleurs devront en prendre soin, donc tout le monde est pris dans les chaînes de l'esclavage, on va dire, socialiste en un certain sens. C'est un peu provocant de dire ça, mais c'est simplement que un système dans lequel chacun s'attend à ce que ce soit la société qui lui paye ses frais de santé, etc., etc., il s'en remet à la société et il attend que les autres fassent pour lui tout le travail. C'est pas de sa faute, mais c'est comme ça qu'il est déterminé psychologiquement, sauf que ensuite, ça veut dire tout un tas de compromis pour faire en sorte que la société perpétue son modèle, donc on est prêt à tout un tas de compromissions, jusqu'à sacrifier peut-être sa liberté, son autonomie, etc., etc., voir des choses, voir sa propre continuité ethno-démographique, parce qu'on se dit on va faire venir des gens de tous les pays pour travailler dans le système de santé, et parce que c'est le plus important, parce qu'on veut que ce soit pris en charge, etc., etc. Ce qui a pour conséquence de vider de leurs meilleurs éléments les pays qui forment des médecins, par exemple la Roumanie, mais aussi les pays d'Afrique occidentale, subsaharienne, ou aussi d'Afrique du Nord. On fait venir en France des médecins, c'est-à-dire les gens les plus intelligents de ces pays-là, ce qui vide de leur substance intellectuelle ces pays qui, du coup, ont moins d'opportunités de se développer, et ça contribue à changer la structure démographique de la population des pays qui accueillent, etc. C'est juste, ensuite ça a des conséquences culturelles, etc., etc. La taxe progressive qui a pour conséquence de décourager l'investissement, de décourager la création d'entreprises, la création d'emplois, etc., etc. En taxant les riches, on pense aider les pauvres, mais en fait non, c'est le contraire qui se produit, parce que les riches ils se disent nous on va investir notre argent ailleurs. Dans les pays anglo-saxons par exemple, ce qui stimule la croissance, le développement intellectuel, économique des pays anglo-saxons, ce qui ensuite leur permet entre autres de dominer l'Europe continentale, mais le reste du monde, de par la supériorité intellectuelle qui vient principalement de la population anglo-saxonne, mais aussi de tous les intellectuels qu'ils attirent. Voilà. Chaque pays, en fait, attire les meilleurs éléments des pays qui lui sont inférieurs dans la hiérarchie. En France, on attire, c'est comme ça la hiérarchie socio-économique globale, on attire les meilleurs éléments
pas que les meilleurs, il faut être honnête. C'est valable également pour les Français qui quittent le pays, mais les meilleurs éléments d'un point de vue des diplômes, ils viennent d'Afrique du Nord, d'Afrique subsaharienne et d'Europe de l'Est principalement, parfois d'Asie, et dans les pays comme l'Angleterre, l'Australie, les États-Unis, le Canada, c'est les meilleurs éléments du monde entier. Et donc il y a un transfert de population. Ici, on parle des gens diplômés qui ont une plus-value économique à apporter dans un système économique moderne. Mais voilà, c'est comme ça que ça se passe, c'est que la France se fait saigner par la fuite des meilleurs éléments, la fuite des cerveaux, mais elle saigne, entre guillemets, d'autres pays, et donc il y a un transfert de population, etc. C'est comme ça que ça se passe. Voilà. Ensuite, les problèmes du salaire minimum, qui a le discours officiel, c'est on veut aider les pauvres, les démunis, les défavorisés, etc. Mais en fait, ça les écarte de l'emploi, ce qui leur empêche de développer des compétences, ce qui, avec l'assurance chômage, fait que la société, c'est-à-dire l'ensemble des travailleurs productifs, doivent payer pour ceux qui ne travaillent pas. Donc ça justifie l'État qui se prétend défenseur des opprimés. Ah, nous sommes l'État, nous sommes les gentils, nous prenons l'argent des méchants patrons pour le redistribuer. Les patrons en France, ça veut dire les petits entrepreneurs, en gros. On prend l'argent des patrons pour le distribuer aux victimes de l'oppression capitaliste qui crée du chômage, etc. Alors que non, en fait, il est vrai que le capitalisme, de par sa dynamique interne, le développement technologique, etc., produit des chômeurs parce que la technologie avance plus vite que la capacité de l'être humain à s'adapter, à trouver une formation, un nouvel emploi, etc., à modifier ses compétences, mais il y a aussi l'aspect tout simplement socialiste, bureaucratique, parasitaire du modèle économique qui crée de façon systémique du chômage, ce qui ensuite a tout un tas de conséquences sur le moral, mais aussi sur la démographie, sur les mœurs, etc., etc. Et donc ça permet de perpétuer la propagande étatico-médiatique en disant ah, s'il y a des chômeurs, il faut plus d'intervention, plus de travailleurs sociaux, plus de taxes, plus de financement, plus de tout un tas de... etc. En fait, toutes les parties de la société sont interconnectées, c'est-à-dire un système éducatif dysfonctionnel qui amène indirectement du chômage, ce qui justifie des travailleurs sociaux, ce qui justifie plus d'État, ce qui justifie plus d'éducation, l'endoctrinement de la population, mais aussi des élites qui finissent par tomber dans leur propre idéologie, parfois un peu trompeuse, on va dire. Et donc, voilà, c'est juste pour illustrer. Je pourrais parler de façon plus détaillée, de façon plus rigoureuse, etc. Mais bon, ça fait 18 minutes, on va s'arrêter là. Je compte faire plusieurs séries de vidéos assez courtes pour simplement illustrer le processus de mouvement de l'esprit, c'est-à-dire que n'importe qui, quelle que soit sa nationalité, ses capacités intellectuelles, il faut un minimum d'intelligence, de volonté, de rigueur pour lire ce livre, le comprendre, etc. Mais, et je peux prendre n'importe quel autre livre, c'est simplement que c'est un processus de prise de conscience principalement au niveau occidental, parce que c'est là que les gens ont la culture, au sens, la culture de l'enquête, de la recherche scientifique, de l'acquisition des connaissances, la rigueur, le sérieux, la volonté de comprendre, etc. C'est principalement en Occident, par des populations européennes anthropologiques, les blancs comme on dit, ou comme on ne dit pas justement. Mais en fait c'est un processus qui naît principalement aux États-Unis, c'est principalement dans le monde américain qu'il y a la vie de l'esprit est la plus stimulante, la plus excitante, la plus vivante, on va dire, mais ça se transmet par le biais de la technologie à tous les pays occidentaux, éventuellement au monde entier. C'est valable, les vérités et les erreurs du socialisme sont valables aux États-Unis, en France, en Allemagne, en Chine, et dans n'importe quel pays, en Russie, etc. Parce que n'importe qui parle anglais peut regarder les conférences de M. Di Lorenzo en direct sur Internet et appliquer dans son pays, quel qu'il soit, les enseignements, éviter les erreurs, etc. etc. Voilà. C'est ce qui se passe, c'est la prise de conscience. Ici, c'est le domaine strictement économique, mais ça se passe à tous les niveaux. Tous les domaines de la connaissance, toutes les sciences parviennent à la conscience universelle. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette vidéo.